Vous écoutez Radio France Internationale en direct de Paris où il est minuit 30, 23h30 à Libreville. Afrique Soir présenté par Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. À la une, le Gabon, les 27 opposants retenus au quartier général de Jean-Ping depuis 2 jours ont été libérés. Jean-Ping réclame, lui, des obsèques nationales pour les victimes des émeutes qui ont suivi l'annonce des résultats de la présidentielle. Vous l'entendrez dans ce journal. Réaction à Dakar, l'Arado demande à l'État gabonais de veiller au respect des droits et appelle les contestataires à la plus grande retenue. Dans l'actualité encore, le Mali, la localité de Boni, dans la région de Mopti, est tombée aux mains des djihadistes ce soir. En République démocratique du Congo, 24 heures après l'ouverture du dialogue national, la visite à Kinshasa du président Denis Sassou Nguesso dans le rôle du médiateur. Le militant burundais Pierre Claver Bonimpa, lauréat du prix Alison des Forges pour les droits de l'homme. Enfin, durcissement au Zimbabwe, les autorités interdisent toute manifestation de l'opposition pendant 2 semaines. Libre après avoir été retenu pendant 48 heures au quartier général de Jean-Ping, 27 personnes proches de l'opposant gabonais, dont des personnalités politiques, ont finalement pu quitter le bâtiment en début de soirée. Et après cette libération, Jean-Ping a fait une allocution chez lui, entouré de ses alliés. Le président, c'est moi, dit-il. Il réclame un recomptage des voix. Jean-Ping qui dit qu'il comprend les émeutes qui ont suivi l'annonce de la réélection d'Ali Bongo. On l'écoute. Le peuple gabonais, fort de son bon droit, voyant sa victoire une fois encore volée, a très fortement manifesté sa légitime colère face à l'imposture renouvelée. Le monde entier sait que cela n'est que justice. Je veux vous dire combien votre colère est compréhensible. Je voudrais ici, devant la nation réunie, saluer la mémoire de tous nos compatriotes disparus pour avoir défendu la liberté, la justice, la démocratie, l'état de droit et les valeurs de la République. J'en appelle à l'esprit patriotique de tous afin que des obsèques nationales soient organisées pour le respect de leur mémoire devant le sacrifice suprême consenti pour la liberté de notre pays. Voilà, déclaration de Jean-Ping, déclaration très solennelle. Alors juste après la libération des opposants gabonais du quartier général de Jean-Ping, Sébastien Nemeth et Boris Vichit, nos envoyés spéciaux à Libreville, ont pu entrer dans le bâtiment. Un bâtiment en partie ravagé par les assauts survenus dans la nuit de mercredi à jeudi et jeudi à l'aube. Et voilà ce que nous racontait Sébastien Nemeth tout à l'heure. Le bâtiment à l'intérieur est dans un état assez déplorable. Il y a 5 étages dans cet immeuble. Je vais vous parler uniquement du premier. Je pense que ce sera suffisant pour vous rendre compte. Par terre, on trouve des vêtements tachés de sang, déchirés, des objets cassés, des excréments. La plupart des portes ont été fracassées à coups de hache et sur les murs, sur les vitres, les impacts de balles, des dizaines. Dans la grande salle, une mare de sang au milieu, le sang d'un jeune touché pendant le premier assaut lancé vers minuit parce qu'il y a eu 2 assauts. Sa dépouille est restée là au milieu des autres jusque dans l'après-midi. Fulbert Mayombo du parti EPI explique qu'après le premier assaut, il a rampé jusqu'à son bureau. Les forces de l'ordre ont continué à tirer depuis l'extérieur jusqu'à 5 heures du matin. Il était avec une dizaine de personnes dans ce bureau et il dit « Je tremblais de tout mon corps pendant la nuit ». Puis à 6 heures, nouvel assaut. Des hommes en civil faisaient partie des assaillants, explique-t-il, une information confirmée par des témoins. Fulbert Mayombo raconte qu'il était assis lorsque les tirs ont recommencé. Son voisin lui a crié de se coucher. Juste après, des balles ont traversé la vitre derrière lui. Il a montré les impacts. Mon voisin m'a sauvé la vie, dit-il. Les forces de l'ordre ont alors investi les lieux, détruit les portes à coups de hache et ont forcé tout le monde à sortir. Alors voilà pour le récit de Sébastien Nemeth. L'Arado, elle, est inquiète. L'Arado, c'est la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, une ONG qui est basée à Dakar. Eh bien, elle appelle aujourd'hui les 2 camps à tout faire pour ramener la stabilité au Gabon. Aboubakry Mbodji, le secrétaire général de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Il faut faire la queue, puis bon, il y a un nombre de pain à prendre. Ils ont leur chasse. Oui, on va écouter l'Arado, donc la rencontre africaine des droits de l'homme, cette ONG basée à Dakar qui appelle à l'apaisement dans les 2 camps.
La RADDHO condamne la violence d'où qu'elle vienne. C'est pourquoi nous demandons à l'État gabonais de veiller scrupuleusement au respect des droits et des libertés fondamentales, de cesser toutes les formes d'intimidation à l'égard des opposants. Mais nous demandons également au camp adverse, les contestataires, de cesser les pillages, de s'attaquer aux biens publics. Et également, nous les invitons à un sens aigu de responsabilité, à plus de retenue, parce qu'il faut mettre en avant l'intérêt général du peuple gabonais au détriment des intérêts partisans des partis politiques. Les hommes passent et les institutions demeurent. Il faut avant tout penser au Gabon, penser au peuple gabonais. Voilà le sens de notre déclaration et nous osons espérer que nous serons entendus par les Gabonais eux-mêmes, par l'Union africaine, par la communauté économique des États de l'Afrique centrale, mais aussi par la communauté internationale, notamment les Nations Unies, dont le Gabon est État partie. Aboubakry Mbodji, le secrétaire général de la RADDHO, au micro de Guillaume Thibault, la RADDHO qui dénonce par ailleurs, je cite, l'inaction africaine face aux troubles au Gabon et le silence des pays africains sur le sujet. L'ONG déplore qu'aucun État membre de l'Union africaine n'ait réagi pour inviter les acteurs politiques des deux camps à la retenue et à privilégier une solution de sortie de crise. Enfin, pour être tout à fait complet à propos du Gabon, sachez que notre invité après ce journal sera Alain-Claude Billy-Binzé, le porte-parole du gouvernement gabonais. Bamako, 98.5 FM. 22h passées de 37 minutes à Bamako. Nous allons au Mali où on a appris ce soir qu'une localité du centre-est du pays, dans la région de Mopti, était tombée aux mains des djihadistes. Correspondance, Serge Daniel. Il s'agit de la ville malienne de Boni qui administrativement dépend de la région centre qui s'appelle Mopti. Alors des dizaines de djihadistes, selon des témoins, ont été vus dans la ville. Ils tiraient des coups de feu en scandant Allah Akbar, Dieu est grand, Dieu est grand. Et ils ont notamment saccagé un poste de sécurité de Boni ainsi que la mairie. Un autre habitant de la même localité explique que les mêmes djihadistes ont implanté sur place leur drapeau et qu'il n'y a pas ce soir un seul militaire de l'armée régulière sur place. Ces militaires se seraient repliés vers la localité de Douanza, située plus au sud. C'est la première fois que les djihadistes contrôlent une localité du centre du Mali. Comment ont-ils pu si facilement prendre les lieux ? Ils se sont infiltrés depuis quelques jours, affirment plusieurs sources. Maintenant, qui sont exactement ces djihadistes qui, par stratégie, ont quitté ce vendredi nuit le centre-ville de Boni pour sa périphérie ? Pas de revendication pour le moment. Serge Daniel, Bamako, RFI. En Gambie, Isatou Touré, qui est la première femme candidate à la présidence, appelle le président Yahya Jammeh à partir après avoir dirigé 22 ans ce pays d'Afrique de l'Ouest, alors que le chef de l'État brigue un 5e mandat pour l'élection du 1er décembre. Isatou Touré est actuellement la directrice exécutive d'une ONG opposée aux pratiques traditionnelles dangereuses pour la santé. Elle a notamment fait campagne contre l'excision, aujourd'hui interdite dans ce pays. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, il est 23h passées de 38 minutes à Kinshasa. Denis Sassou Nguesso, au chevet du dialogue en République démocratique du Congo. Le président du Congo-Brazzaville a traversé la frontière au lendemain de l'ouverture du dialogue national sans les principaux ténors de l'opposition. Alors il a rencontré son homologue, le président Kabila, bien sûr, mais aussi Étienne Tshisekedi, le président de l'UDPS, avec une délégation du Rassemblement de l'opposition. Et c'est une première depuis son implication dans ce dossier. Le président de l'ESID, qui est l'engagement pour la citoyenneté et le développement, Martin Fayoulou, a livré sa position au nom du Rassemblement. Pas question d'accepter la proposition de Vital Kamerhe, le président de l'UNC, peut rejoindre le dialogue, mais ce n'est pas à lui, nous dit-il, de jouer les entremetteurs. Martin Fayoulou. Il n'y a pas de réponse positive à une telle initiative. Nous avons déjà dit que nous ne participerons pas au dialogue facilité par M. Kodjo. M. Kodjo a été récusé le 24 juillet par le président Tshisekedi dans son communiqué et il est nullement question d'aller participer à ces dialogues de la cité de l'OUA. Ce que nous faisons aujourd'hui, et nous l'avons dit au président Sassou, nous lui avons remis un mémo. C'est notre mémo qu'on a envoyé à Mme Zouma avec nos termes de référence pour un dialogue franc, inclusif et sincère. Donc nous attendons que le président Sassou Nguesso fasse son travail pour que nous puissions rencontrer les amis. Il nous a écoutés, c'est un président d'une république sœur et qui est venu nous entendre
et voir ce qu'il peut faire. Maintenant, c'est à lui, il consulte. Il a dit qu'il a vu M. Kabila, il nous a vus, il va voir les noms apostoliques et puis il va tirer les conclusions. Voilà, Martin Fayoulou au micro de Sonia Rollet, le président Sassou Nguesso qui a donc rencontré également le nonce apostolique, le chef de la MONUSCO, le vice-ministre Thomas Louaka. L'épidémie de choléra en RDC a touché près de 18 000 personnes et fait 517 morts. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais cette fois, l'épidémie gagne l'ouest en longeant le fleuve Congo. Elle a ainsi atteint les villes de Kisangani, de Bandaka et plus récemment la capitale à Kinshasa où 13 cas et 2 morts ont été enregistrés depuis la mi-août, toujours selon l'Organisation mondiale de la santé qui va lancer une campagne de vaccination dans la capitale. C'est un nouvel hommage pour le défenseur des droits de l'homme burundais Pierre Claver Mbonimpa. Il vient de recevoir le prix Alison Desforges, une distinction attribuée par Human Rights Watch et qui rend hommage à ceux qui risquent leur vie pour protéger les droits des autres. Karina Tertserkian, chercheuse à l'ONG avec Michel Arsenault. Mbonimpa a fait preuve d'un courage exceptionnel dans son travail au Burundi. Depuis des années, il lutte pour le respect des droits des Burundais, de toutes les couches économiques, sociales, différentes ethnies, différentes appartenances politiques. Il a échappé de justesse à une tentative d'assassinat en août 2015. Son gendre et puis son fils ont tous les deux été assassinés. Mbonimpa se trouve maintenant en exil en Belgique. Il a repris ses forces et il continue de lutter en faveur des droits humains. Ce prix donc lui sera décerné pour reconnaître et récompenser son courage exceptionnel. Voilà, c'est une visite sous le signe de l'espoir, celle qu'effectuent les représentants du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils sont arrivés à Juba, la capitale du Soudan du Sud. Dans leur valise, un projet, celui de convaincre le président Salva Kiir d'accepter le déploiement d'une force régionale sous peine de sanctions. 4000 casques bleus supplémentaires devraient rejoindre le Soudan du Sud pour sécuriser la capitale, mais aussi épauler la force de l'ONU déjà présente. Une rencontre avec les personnes déplacées par les violences est également prévue sur l'agenda du Conseil de sécurité. Au Zimbabwe, le gouvernement interdit toute manifestation pour les 2 prochaines semaines à Harare. Une mesure annoncée alors que l'opposition avait appelé à un rassemblement aujourd'hui en faveur d'une réforme du code électoral. Depuis plusieurs semaines maintenant, la colère gronde et le mouvement de contestation prend de l'ampleur à Johannesburg. Alexandra Bonjon. La manifestation d'aujourd'hui, organisée par 18 partis politiques, a été annulée après l'interdiction de la police. Les forces de l'ordre affirment qu'ils n'ont pas les moyens d'éviter des troubles lors de rassemblements dans le centre-ville. Vendredi dernier, une manifestation de l'opposition s'est en effet soldée par des heurts avec la police qui tentait de disperser la foule. Pour Jealousy Mawarire, porte-parole du nouveau parti de Joyce Mujuru, l'ancienne vice-présidente du pays passée dans l'opposition, le gouvernement ne sait tout simplement pas quoi faire. Cette interdiction montre que le gouvernement est en train de paniquer face à ce mouvement qui est en train de grossir. De plus en plus de gens répondent à nos appels à la mobilisation. Donc oui, les manifestations ont mis la pression sur ce gouvernement qui répond de façon non démocratique. L'opposition a déjà prévu un nouveau rassemblement pour dans 15 jours, mais surtout a prévu de porter l'affaire devant les tribunaux. Douglas Monzora, du principal parti d'opposition, le MDC. Cette interdiction n'est pas conforme à la Constitution. Elle a pour but de perturber le programme politique de l'opposition, car pour la première fois, nous travaillons ensemble. Nous ne sommes plus divisés comme par le passé et le gouvernement n'a aucune solution. Ils ont bien essayé la violence, mais sans résultat. L'opposition appelle également la communauté internationale à faire pression sur le gouvernement de Robert Mugabe pour qu'il ouvre un dialogue national. Alexandra Branchon, Johannesburg, RFI. Les meurtres en Afrique du Sud ont augmenté de près de 5% en un an. C'est le constat alarmant du ministre de la Police. Il présentait les chiffres de la criminalité. On recense ainsi 51 meurtres par jour dans ce pays qui, selon le ministre, souffre de la culture de la violence. La plupart des homicides sont liés à des violences conjugales ou sont commis entre des gens qui se connaissent. En revanche, le nombre de viols, véritable fléau en Afrique du Sud, a sensiblement baissé de 3,8%.
2,2%. Les albinos, toujours stigmatisés dans de nombreux pays africains, plus d'une centaine d'attaques contre ces personnes souffrant d'une maladie de pigmentation de la peau ont été recensées au Mozambique. C'est l'ONU qui le dit après avoir mené une mission de plusieurs jours dans ce pays. Elle dénonce même la possible implication de réseaux criminels venant de Tanzanie ou du Malawi voisin. Vous écoutez RFI, il est minuit passé de 45 minutes ici à Paris. Afrique Soir sur RFI. Sylvie Berruet. Et merci de rester en notre compagnie. Dans quelques instants, les sports avec Christophe Jousset. Nous parlerons des éliminatoires de la CAN 2017. Sur également les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Ce matin, c'était la libre antenne. Mais avant cela, notre invité. Alain-Claude Billy-Binzé, le porte-parole du gouvernement gabonais, avec plusieurs questions. Comment sortir de la crise post-électorale? Ali Bongo tend-il la main à l'opposition? Quelles sont les mesures d'apaisement envisageables? Alain-Claude Billy-Binzé est interrogé par Jean-Jacques Louarn. Alain-Claude Billy-Binzé, bonjour. Bonjour. New York s'est dit préoccupé, Ban Ki-moon, Paris, Washington, Bruxelles, notamment demandent une publication bureau par bureau de vote des résultats. Comment voyez-vous ces interventions extérieures? D'abord, il est normal que les pays avec lesquels le Gabon est en relation regardent ce qui se passe au Gabon avec intérêt. Tout ce que nous souhaitons, c'est que cela soit regardé avec apaisement aussi. Il ne faut pas chercher à mettre de l'huile sur le feu. Le Gabon n'est pas aujourd'hui en guerre. Il n'y a pas de guerre civile au Gabon. Il y a contestation des résultats électoraux et cette contestation a lieu dans un cadre où il y a des lois qui existent et nous espérons simplement que chacun saisira l'opportunité offerte par la loi pour aller en contentieux électoral devant la Cour constitutionnelle. 3 morts, 1 millier d'arrestations. Quelle porte de sortie aujourd'hui? Bon, d'abord, le millier d'arrestations, il faut rappeler que ce sont des émeutiers. Indépendamment de la contestation qu'il y a eu, d'autres ont profité de cette contestation pour aller casser. Et donc, ceux qui ont été arrêtés, c'est principalement des émeutiers. Les morts, il faut les regretter. Il faut les regretter parce que lorsqu'on se bat pour la démocratie, on se bat pour l'humain. Il ne s'agit pas de tuer des gens et ces morts n'ont pas été tués par les forces de sécurité. On n'a pas encore les circonstances exactes, mais les forces de sécurité n'ont tiré sur personne. Des émeutiers, des casseurs, ce ne sont pas, d'après vous, les Gabonais qui manifestent? Non, attendez, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a eu des manifestations, mais que pour l'essentiel de ceux qui ont été arrêtés, c'était des émeutiers. Quand on manifeste et qu'on casse des magasins, on casse des échoppes, on va dévaliser à la brouette, c'est pas une lutte pour la démocratie, ça. Ali Bongo est intervenu depuis le palais présidentiel. Son propos n'était pas véritablement un propos d'apaisement. Il n'a pas eu de main tendue en direction de l'opposition. Non, Ali Bongo a eu la main tendue en direction de l'opposition dès sa première prise de parole à la proclamation des résultats. Il a reconnu que les résultats sont serrés et qu'il faut tenir compte des messages envoyés par ces résultats serrés, en faisant en sorte d'ouvrir une discussion pour regarder la question des élections, la question de l'amélioration de notre gouvernance, la question des institutions. Il l'a dit très clairement. Je reviens sur la publication bureau par bureau de vote. Pour Ali Bongo, pour vous-même, c'est un non catégorique, alors que la communauté internationale le demande. Non. Je n'ai pas dit que c'est un non catégorique, je dis que cela a déjà été fait. Lorsqu'on publie les résultats au Gabon, les résultats se font bureau de vote par bureau de vote avant d'être centralisés au niveau provincial et ensuite au niveau national. Et ce n'est que lorsqu'il y a contentieux qu'on va ensuite devant la Cour constitutionnelle et c'est de là-bas qu'on peut éventuellement réexaminer les bureaux qui feraient l'objet de contentieux. Mais aujourd'hui, ce ne serait pas un signe fort d'apaisement? Monsieur, le signe fort d'apaisement serait déjà que monsieur Jean Ping, qui a planifié depuis des mois cette contestation, il l'a dit publiquement, le signe fort serait qu'il appelle ses manifestants et ses militants à se calmer et à faire en sorte que la règle démocratique reprenne le dessus. Avec quelques milliers de voix, donc 5500 et quelques, effectivement, de plus que Jean Ping, quelle est la légitimité d'Ali Bongo pour ce second septennat? Cette question est posée à plusieurs niveaux. Elle a déjà été posée en 2009, lorsqu'Ali Bongo a fait 41%. Elle est posée aujourd'hui lorsqu'il fait 49%. Lorsqu'il fera 60% et qu'il y aurait contestation, ce sera à nouveau posé. Le problème, c'est de faire en sorte que la démocratie soit respectée. L'écart est tenu, mais cet écart sort des urnes. Et il s'agira ensuite de rassembler les Gabonais, de s'ouvrir, de discuter et de faire évoluer toute la législation et la gouvernance électorale. Alors la suspicion porte sur le Haut-Ogooué, donc le fief d'Ali Bongo. Pour parler clairement, est-ce qu'il n'y a pas eu de tripatouillage dans cette province? Il y a
de la part de l'opposition, soupçon de tripatouillage. Les gens du Haut-Ogooué se sont mobilisés. Ils ont voté pour Ali Bongo, qui est un enfant du Haut-Ogooué, face à un climat de haine où M. Jamping a traité des Gabonais de cafards. Il a dit qu'il faut nettoyer les cafards. Ils se sont mobilisés parce qu'ils ne sont pas des cafards. Mais dans le même temps, le Goué maritime, le fief de Jamping, chez lui à Mboué, il a fait 100%. À Bitam, il y a des bureaux de vote où il a fait jusqu'à 115%. Donc ceci montre bien qu'il y a des endroits où le vote n'a pas été sincère. Ce n'est pas le cas du Haut-Ogooué. Vous savez où se trouve Jamping aujourd'hui ? Je ne suis pas le gardien de Jamping et je sais qu'il est à Libreville, en liberté. Est-ce que vous voulez arrêter Jamping aujourd'hui ? Il n'y a aucune indication que Jamping pourrait être arrêté. Alain-Claude Billy-Binzé, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, Alain-Claude Billy-Binzé, le porte-parole du gouvernement gabonais avec Jean-Jacques Louarn. Précisons que cette interview a été réalisée avant les derniers développements, à savoir l'allocution de Jamping ce soir et la libération des 27 opposants qui étaient retenus dans son quartier général. Et le dernier bilan fait état de 5 morts. Les sports avec Christophe Jousset. Bonsoir Christophe. Bonsoir Sylvie. Le football en vedette ce soir. Le Gabon jouait un match amical à Khartoum. Oui, loin de la tension qui règne à Libreville, les Panthères préparent la CAN 2017 qui doit débuter mi-janvier au Gabon précisément. Il y avait de l'émotion pendant les hymnes sur les visages des joueurs. Au bord du terrain, Mario Lemina, le milieu défensif de la Juventus de Turin, portait un maillot avec cette inscription « Gabon égale paix ». Sur la pelouse synthétique de Khartoum, les Gabonais ont battu le Soudan 2-1. Ils ont mis du temps à entrer dans le match. Ils ont encaissé le premier but, signé Nazer Ahmed à la 25e minute, mais après avoir manqué 2 grosses occasions, Pierre-Emerick Aubameyang a égalisé à la 33e et 8 minutes plus tard, Ekwele Manga a profité d'une mauvaise sortie du gardien pour doubler la mise. Et pendant ce temps, un autre match avait lieu en Afrique du Sud, pas amical, celui-là. C'est la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017 qui débute. Oui, la Mauritanie avait une chance infime de se qualifier pour la CAN, mais pour entretenir la flamme, il fallait s'imposer à Nelspruit en Afrique du Sud face à des Bafana déjà hors course. Les Morabitounes n'ont pu faire que match nul 1 partout. Ils ont ouvert la marque par Guidey à la 17e minute. Kekana a égalisé à la 26e. Le score n'a plus évolué et la Mauritanie a fini à 10 après l'expulsion d'Ismaïl Diakité. Et demain, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, joue sa qualification sur un match. Oui, c'est le match décisif à Bouaké contre la Sierra Leone. Un résultat nul suffirait à la Côte d'Ivoire pour finir en tête de son groupe et se qualifier, mais la victoire est bien sûr le plus sûr moyen de verrouiller cette place en phase finale. Le match n'est pas si simple qu'il y paraît pour les éléphants, car les Sierra Léonais peuvent rafler la mise en cas de succès à l'extérieur, et le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, le français Michel Dussuyer, trouve pas mal de qualité à ses adversaires. Il faudra marquer des buts, parce que cette équipe de Sierra Leone est bien organisés, ils défendent bien, ils limitent les espaces, ils sont très généreux, ils sont agressifs. Donc on avait déjà eu l'occasion de mesurer ça au mois de septembre dernier, mais même avant, puisque la Côte d'Ivoire a eu l'habitude de se frotter à la Sierra Leone. Donc voilà, on sait qu'il faudra débloquer ce match, il faudra être tout en restant équilibré pour pas s'exposer à des contres qui pourraient nous mettre en difficulté. Objectif affiché ? Qualification. Aussi accessoirement, pas accessoirement, également victoire et première place du groupe. Michel Dussuyer au micro d'Emmanuel Kofi. On rappelle que Serge Aurier, le défenseur, est forfait sur blessure pour ce match décisif. Manque aussi pour diverses raisons, parmi les champions d'Afrique, Sérédier, Wilfried Bony ou encore Seydou Doumbia. Par ailleurs, Yaya Touré, qui n'est pas dans l'équipe, a reçu une mauvaise nouvelle pour son avenir en club aujourd'hui. L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a décidé de ne pas l'inclure dans la liste des joueurs qui disputeront la Ligue des Champions cette saison. En tout cas, Yaya Touré ne jouera pas la phase de groupe. Et à propos des éliminatoires de la CAN 2017, Christophe, d'autres pays vont tenter de se qualifier ce samedi. Le Cap-Vert, par exemple, le Cap-Vert qui a encore une petite chance de se qualifier en tant que meilleur deuxième. Il recevra la Libye à Praia. Idem pour l'Éthiopie qui accueille les Seychelles à Addis Abeba. Ce sera un samedi plus tranquille pour d'autres pays déjà qualifiés. Le Ghana qui reçoit le Rwanda. Le Cameroun qui accueille la
la Gambie et bien sûr le Sénégal qui est en quête du sans faute. Si les Lions de la Teranga battent la Namibie, ce sera leur 6e victoire en 6 matchs éliminatoires. Et dans l'actualité sportive également, le tennis. Pas de 8e de finale pour Kevin Anderson à l'US Open. Le Sud-Africain a été battu en 3 manches par Jo-Wilfried Tsonga. Le Français s'impose 6-4, 6-4, 7-6. Et puis l'Afrique du Sud est candidate pour organiser la Coupe du Monde de rugby 2023. Elle fait face à 3 concurrents européens, l'Irlande, l'Italie et la France. Attribution en novembre 2017. C'était le journal des sports de Christophe Jousset sur RFI. Reste avec nous à suivre le zapping. Suivez le zapping d'Appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Bienvenue, c'est l'heure du zapping. Ce matin, vous réagissez à l'actualité de votre choix et vous avez été une fois de plus très nombreux à nous interpeller sur la réélection contestée d'Ali Bongo Ondimba au Gabon. Il n'est pas question de recompter quoi que ce soit. Les urnes ont parlé et ça doit être respecté. Nous étions tous dans les bureaux de vote. Nous avons tous attendu le dépouillement. Nous avons tous entendu ce qui s'est dit. On a tous vu les procès-verbaux. Il n'est pas question de repartir à zéro. Le peuple a parlé, les urnes ont parlé et Ali Bongo n'a pas gagné. Qu'est-ce qu'on fait de la loi gabonaise? Est-ce qu'on la respecte ou on ne la respecte pas? Si on la respecte, il faut que le contentieux soit constaté par la Cour constitutionnelle. Pour l'instant, il n'y a pas de contentieux puisqu'il n'a pas été constaté par la Cour constitutionnelle. C'est pour cela que nous exigeons de l'opposition gabonaise qu'elle puisse aller vers la Cour constitutionnelle pour que cette institution puisse constater le contentieux et qu'on arrive maintenant à des solutions qui satisfassent l'ensemble des parties. Il n'est pas précisé que les fraudes qui ont été enregistrées sont des fraudes dues au fait de l'action du parti en place. Mais ce système ne respecte pas déjà les lois. La garde républicaine qui attaque le QG de M. Ting n'est pas une force de sécurité, mais une force de défense. Vous voyez déjà que là, il y a un problème. Le code électoral leur donne 8 jours pour faire recours à la Cour constitutionnelle. Tels que les événements sont partis, je ne pense pas qu'ils pourront faire le dossier pour déposer le recours à la Cour constitutionnelle. Quand vous discutez avec les Gabonais dans les rues, dans les bars, quand vous les écoutez intervenir dans les chaînes de télévision privées, il y a un ras-le-bol de ce système. Au Zimbabwe, la société civile se mobilise pour exiger le départ de Robert Mugabe au pouvoir depuis maintenant 36 ans. Il est temps que M. Robert Mugabe comprenne que le peuple est asphyxié, que la dictature a quand même sa fin. Il doit sortir par la grande porte, même si tout ce qu'il a fait n'est plus aujourd'hui louable, ni un exemple, ni en Afrique, ni dans le monde. Et toutes les manifestations, les cérémonies organisées par le pasteur, enfin que le peuple puisse respirer, il est temps, grand temps. Le peuple zimbabwéen ne peut plus attendre 2018 pour que Mugabe parte. Et on se retrouve lundi en direct à 8h10 TU pour commenter l'actualité gabonaise, la situation post-électorale, 33 9 693 693 70. Et en attendant, musique avec un extrait du dernier album de Youssou N'Dour, Be Careful.